Hey, bonjour! Alors, bienvenue dans une vidéo qui était devenue nécessaire parce que dans les dernières semaines, je me suis laissée aller en termes d'achat. Il y a eu beaucoup de ventes partout, puis c'est comme tout saisi au vol. Puis là, ben, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une période de non-achat jusqu'à la fin du travail, donc jusqu'à la première fin de semaine de septembre, en phase avec un défi qui est proposé par Alex Bouquet dans Prada juste pour ses Patreons. Bref, vous allez comprendre pourquoi. Je vais y aller assez rapidement parce qu'il y en a 27. Alors, c'est parti. Il y a eu des ventes de fermeture de magasins, il y a eu des ventes en ligne. C'est principalement de l'anglais parce que c'est des ventes en ligne d'anglais que j'achète habituellement, mais bref. Tout d'abord, deux livres d'éditeurs québécois, donc aux éditions 2 que j'adore. Celui-ci qui est Sudi de Sarah Flanagan, qui est Flanagan, pardon, qui est, semble-t-il, un incontournable de la littérature américaine. C'est rare que j'achète en version traduite, mais là, c'est chez 2. Fait que j'ai fait ça. En plus, c'est illustré par Pierre Pratt. Ça va être ici une histoire, dans le fond, qui se passe en 1986 et il va y avoir encore dans un village une situation aux États-Unis de ségrégation parce que non, c'est jamais derrière nous. Donc, celui-ci, super brique de la mort, mais j'avais trop hâte de le lire. Un autre encore des éditions 2 que j'avais vu passer, qui est un texte de Roald Dahl que je connaissais pas et qui s'appelle Le Cygne. Donc, de Roald Dahl. Et c'est illustré par Jean Claverie. Mais regardez l'illustration, comment elle est belle. C'est vraiment hot. Puis ici, ce que ça nous dit, c'est que c'est une réflexion sur la cruauté et la force requise pour y faire face. Donc, j'imagine que ça va être assez troublant. Une petite plaquette. Regardez ici. Ah, ben, c'est une... Ouais. C'est une histoire... Je suis tombée sur une illustration qui nous montre déjà un peu la cruauté, donc attention. J'imagine que c'est de l'intimidation, mais bref. Ceci. Ensuite, j'ai pas pu faire autrement que d'attraper au vol un de mon auteur préféré, Édouard Gorée, qui est toujours aussi singulièrement sombre et grinçant. Et c'est celui-ci qui s'intitule The Headless Bust, A Melancholy Meditation on the False Millennium. Donc, c'est toujours le principe d'Édouard Gorée, c'est toujours des illustrations un peu sombrounettes avec une réflexion à côté. Des fois, c'est sous forme d'histoire, donc voilà. Ensuite, celui-là que j'avais adoré, un album sans texte, d'ailleurs qui a gagné, il me semble, des prix, qui est excellent. Si jamais vous ne l'avez jamais encore lu, ça vaut la peine. Alors, c'est ceci. Chaque petit geste, c'est de Martha Bartoli. Martha Bartoli, j'imagine. C'est chez les 400 coups et c'est un peu le principe de le battement d'aile du papillon. Donc, un geste quelque part va entraîner un enchaînement spécifique de conséquences. Mais dans ce cas-ci, c'est un peu comme le principe de être gentil au suivant. Mais c'est comme ça ici à l'intérieur. Il y a des découpages de plusieurs... par exemple, ça. Il est vraiment superbe. En plus, je l'ai déjà lu, mais je suis super contente de l'avoir dans ma bibli. Sinon, j'ai continué avec une créatrice que j'adore aussi, que j'ai connue plus dans les livres pour adultes, mais c'est Sophie Blackall. Donc, celui-ci, son album qui s'appelle Farmhouse. Je ne sais pas si c'est du sans-texte, non. Mais dans le fond, c'est un peu l'histoire, la vie dans une grosse maison de ferme. Puis moi, j'ai toujours aimé ça, ça m'a toujours fasciné quand j'étais plus jeune. Des scénettes comme ça où il y a plein de détails à regarder. Puis c'est toujours un peu avec une description ici un peu poétique. Donc, à cause de la créatrice, je l'avais acheté. Je continue ma collection des Philippe Pullman. Ça, c'est encore dans les hors-séries. J'avais de Collectors, je pense, qui est ici. Puis là, c'est Serpentine. Oups. Ah ouais, Serpentine de Philippe Pullman. Puis c'est dans l'univers de voyons, à la croisée des mondes. Donc c'est Lyra Silvertongue. Et je sais pas qu'est-ce qui se passe dans celui-là. Fait que c'est comme des tombes entre les deux parce que ça a l'air d'être entre le... Non, c'est après le troisième tome, dans le fond, de la trilogie. Donc, voilà, j'adore ces petites éditions-là, trop cool. Je me suis adressée... Ça, j'avais déjà le livre dans la bibliothèque, mais j'avais pas une édition que... Oh non, il est super abîmé. Crotte. C'est pas grave, c'est la vie. Je vais l'assumer de même. Je me suis trouvé une super belle édition de ce livre-là que j'avais vraiment trouvé super troublant. J'avais une édition ici, mais c'était moins stimulant. Puis c'est ça ici, donc c'est Address Unknown, donc inconnu à cette adresse. Et c'est de Catherine Christman Taylor.
C'est une histoire épistolaire super troublante qui se passe justement à la montée du nazisme avant la Seconde Guerre mondiale. Puis ça va vraiment être deux personnes qui étaient super proches l'une de l'autre et qui éventuellement, une des deux personnes va tomber un peu plus dans le côté nazisme et l'autre non. Puis ça va être un peu l'évolution de comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe quand ce genre de changement se fait. C'est super troublant, vraiment bien écrit. C'est assez connu, on lit ça souvent à l'école, mais je trouvais que l'édition était belle. Malheureusement, elle était hyper abîmée, mais bon, c'est pas grave. Ceci. Donc ça va dans la bibliothèque parce que déjà lu. J'ai pas pu résister à ça parce que je collectionne, à part Agatha Christie, je collectionne aussi pas mal ce qui est en lien avec Anne of Green Gables ou Lucy Maud Montgomery. Puis celle-là, j'avais vu passer dans le temps à plein de prix, puis j'étais pas sûre parce que j'ai toujours un peu peur des biographies de Lucy Maud Montgomery parce qu'elle a vraiment eu une vie qui était terrible. J'ai d'ailleurs des extraits choisis de ses journaux, mais à chaque fois, je me sens mal parce qu'on dirait que j'ai comme dans l'idée un peu plus, le côté un peu plus bienveillant et positif dans La Maison Pignon Vert. Puis là, ben bon. Mais là, celui-ci, je l'avais vu, puis ça me tentait vraiment. Donc, c'est House of Dreams, The Life of L.M. Montgomery. Et c'est par Liz Rosenberg. Donc, encore une fois, on va faire un peu le tour de sa vie. Donc, je trouve ça intéressant, dans le fond, de voir une narration de sa vie qui n'était pas aussi peut-être joyeuse qu'on aurait pu le croire. Donc, ça, dans les essais. Après, j'étais super contente parce que ça fait longtemps que je vais lire la suite de Firekeeper's Daughter d'Angeline Boulet. Et là, il était là dans les ventes. Donc, quand c'est Warrior Girl Unearthed, donc d'Angeline Boulet. Et je pense que c'est la petite sœur de l'héroïne de Firekeeper's Daughter. Donc, la suite des choses, ça se passe pour rappel dans une réserve. Il me semble que c'est Ojibwe. Je me souviens jamais. Je dis toujours un peu n'importe quoi, hein, on dirait. J'ai pas l'info, mais en tout cas, ça se passe aux États-Unis, dans une réserve de une Première Nation où il y a des grandes problématiques sociales et il y a eu des gros événements troublants qui se sont passés dans le premier tome. Et l'impact sur la société, on est vraiment beaucoup dans l'impact sur tout le monde, mais il y a beaucoup en lien avec, malheureusement, la violence faite aux femmes aussi. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer avec celui-là, mais j'ai bien hâte de le lire. Sinon, j'ai complété finalement ma série ma collection de The Wayfarer de Becky Chambers. Donc, j'ai désormais les 4 tomes, donc je vais pouvoir continuer à lire cette super série-là. C'est pour rappel là, qui commence par The Long Way to a Small Angry Planet. Donc, c'est ici qui est de la science-fiction, space opéra, mais pas tant, bienveillant, super bien écrit. Si vous ne connaissez pas, garochez-vous. Celui-ci, parce que là, l'espèce de suite que ça fait super longtemps qui a été, en fait, bien longtemps après le premier tome de ce livre-là est sorti et on en parle de nouveau partout sur les réseaux. Puis j'avais hésité à l'époque à lire parce que je trouvais que c'était comme un peu sombre, mais là, comme je vous disais, vu que j'ai un peu évolué au niveau de mes lectures, j'ai pas pu m'empêcher de me dire qu'il faudrait au moins que je lise le premier pour voir qu'est-ce que ça ressemble parce qu'il paraît que c'est vraiment, au niveau de l'écriture, super intéressant. Donc, c'est celui-ci. The Girls I've Been de Tess Sharp. Le suivant, je me souviens plus comment il s'appelle, mais il vient juste de sortir puis il est traduit en français aussi. Celui-là, je me souviens pas. C'est Ne vous fiez pas aux apparences, je pense, en français. Donc, vraiment hâte de lire. Je sens que ça va être troublant, mais trop hâte. Ensuite, un conseil d'une... Vous allez voir peut-être la queue du chat ici qui va se promener. Un conseil d'une collègue, ça fait longtemps qu'elle me l'a conseillé, puis à chaque fois, je me dis, je vais le lire, puis il est souvent prêté à ma bébé, donc en tout cas, je me dis, quand il va être là. Mais là, j'ai décidé, vu qu'il est en vente, de me l'acheter pour voir, parce que c'est une autrice que j'aimerais découvrir. Je pense qu'elle est australienne ou Nouvelle-Zélande. C'est une Britannique, mais qui habite maintenant à Melbourne, en Australie. Donc, c'est The Dry de Jane Harper, et c'est Federal Agent. Il me semble que c'est un moment où quelqu'un qui vient d'Australie, qui s'est exilé, qui est devenu un agent fédéral et qui revient en Australie alors qu'il y a la pire sécheresse depuis un siècle, puis qu'il va se passer plusieurs choses un peu troublantes et ça va faire ressurgir des secrets qui étaient malheureusement peut-être pas si bien enfouis que ça. Donc ça a l'air vraiment intéressant. Ensuite, on a un autre auteur que j'aimerais découvrir, que j'ai beaucoup vu passer chez Du Café et des Livres, qui est lu en français, mais pas nécessairement celui-là. Moi, c'est lui que j'avais vu passer, puis ça me tentait de voir
de commencer par celui-là pour voir si ça pouvait m'intéresser. Donc, c'est Peter Swenson. Ici, c'est Eight Perfect Murders. Je pense qu'il y a plusieurs cycles. Puis, ça met en scène, il me semble, un bookseller. Ouais. Je pense que ça fait référence à Agatha Christie. Ça fait référence à... Ah, c'est ça. C'était un bookseller qui avait fait à un moment donné une liste de plusieurs livres qui étaient comme des meurtres qui ne pouvaient pas être résolus. Et puis, ça avait fait un petit peu un temps. Puis, à un moment donné, quelques années plus tard, il y a un agent du FBI qui va venir chez ce fameux bookseller-là pour lui dire, ben là, en fait, on se demande qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a des meurtres qui sont en cours, qui ont l'air de se fier à la liste de lecture qu'il avait proposée dans le passé. Donc, voilà pour quelque chose qui avait l'air assez intéressant. Ensuite, il était là. Je me suis dit que ça faisait longtemps. Écoute, je suis vraiment en retard, puis ça me fait vraiment rire parce que je me suis dit ce que je le fais vraiment. Mais comme j'ai découvert sa plume à cette autrice-là, pas dans cette série-là, puis j'ai trouvé ça super intéressant, j'ai décidé de prendre le risque de lire très tardivement. Je ne sais pas si ça a bien vieilli. Une des séries un peu phares de la dystopie Young Adult des années, il me semble, 2000. Donc, c'est la fameuse série, je pense qu'elle est rendue à 4 tomes maintenant, mais la fameuse série de Veronica Roth, donc Divergence, Divergent, mais c'est juste que c'est des éditions trop belles. Regardez. Ça, c'est le dernier tome, je pense. Il était vraiment joli. Donc là, je les ai ramassés pour pouvoir les lire. J'aimerais vraiment ça, voir à quoi ça ressemble. Je sais que ça a quand même contribué à plusieurs bases d'autres classiques. Ensuite, ça, j'avais déjà lu le premier tome. Ça me tentait vraiment gros de lire. C'est un genre de, je sais pas, récit journal de tous les jours qui s'appelle Reminders of the Day de Sean Bytel et qui est un propriétaire de librairie, de la librairie de Bookshop à Wigtown. Puis dans le fond, c'est un peu ces journaux de tous les jours, c'est des entrées comme ça là, de journal, de qu'est-ce qui se passe dans sa boutique et tout ça. Je trouve ça super intéressant. Donc c'est vraiment un côté non-fiction, mais j'avais vraiment aimé le premier tome, donc je suis super contente de voir la suite. Sinon, pour encore redécouvrir des classiques, ça fait super longtemps. Quand j'étais jeune, je lisais cette autrice-là. Et il me semble bien. Puis là, celui-là, c'est vraiment un de ces classiques que j'avais jamais lu. Puis je me suis dit, il faudrait bien que je m'y lance un jour. Donc, c'est vraiment, il me semble que c'est du middle grade, ou peut-être, ouais, il me semble que c'est ça. Donc, c'est de Judy Blume. C'est Are You There, God? It's Me, Margaret. Donc, c'est, il me semble... Dans le fond, c'est ça. C'est une jeune ado qui vient juste de déménager de la ville de New York dans les banlieues. Puis qui est vraiment comme inquiète parce qu'elle a peur de pas vraiment se trouver d'amis ou de fitter dans les nouvelles dynamiques. Fait que j'imagine que c'est un petit peu son évolution personnelle et tout ça. Puis ça tentait vraiment de le lire. Donc ça, quand je l'ai vu. Même chose pour un autre classique qui est encore de la dystopie. Dystopie ou... Dystopie, je pense. Ça fait longtemps. D'une autrice qui est là depuis des dizaines d'années, mais qui ne s'est pas fatiguée. Ce livre-là, il est souvent lu à l'école aussi. C'est de Lois Lowry. Donc, c'est The Giver de Lois Lowry, qui est une série. De ce que je peux voir, c'est que c'est une tétralogie. À l'arrière, on a les autres tomes. Je mets ma main parce que sinon, ça ne focus pas. Donc là, encore une fois, c'est... on va suivre un jeune garçon de 12 ans qui vit dans un monde qui semble idéal. Où tout est conforme, tout est toujours la joie, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il va se faire donner sa mission en fait de vie comme étant le receveur de mémoire. Et là, il va commencer à comprendre que finalement, le monde n'est peut-être pas aussi lisse qu'il pensait. Donc ça m'intéresse vraiment. Ensuite, on va rester dans les booksellers, vous me connaissez. Celui-là, qui a l'air assez particulier, parce que je pense que c'est un roman historique, un roman policier historique. Donc, c'est celui-ci. The Bookseller of Inverness de S.J. McLean. Et dans le fond, ça va se passer après la bataille de Culloden, je pense. C'est Ian McGillivray qui était considéré comme un jacobite qui va survivre à cette bataille-là en faisant comme s'il était mort. Et 6 ans plus tard, c'est en 1752, il est rendu propriétaire d'une librairie à Inverness. Mais à un moment donné, il y a un étranger qui va rentrer un jour puis qui va regarder un peu dans ses étagères et tout, mais que le lendemain, il va retrouver l'étranger mort avec la gorge coupée. Et j'imagine que
il va se faire un petit peu comme emporter dans savoir qu'est-ce qui se passe, parce que bon, c'est dans sa librairie à lui. Donc ça va l'air assez intéressant. Sinon, je voulais découvrir une autre série de cette autrice-là que j'avais découvert par Stranger Diaries, que j'avais bien aimé, qui était un mélange, qui était un petit peu du cozy crime, un peu humoristique, peut-être pas à la Benjamin Stevenson, mais un peu. Puis là, ben, elle a fait une série qui s'appelle, il me semble que c'est les Road Galloways, c'est ça ou je me trompe? Oui. Les Road Galloways, ça a l'air d'être un petit peu plus standard comme enquête, mais ça me tentait vraiment de les lire. Ça, c'est le premier tome, donc, The Crossing Places d'Ellie Griffiths. Et je sais qu'il sort en version audio sur Nextory en août, donc c'est déjà planifié mon affaire. Ensuite, ça, c'était vraiment un hasard. Je suis tombée là-dessus parce que j'ai vu Octopus, puis ça m'a tenté. Puis ça m'a fait penser à un autre que j'avais vraiment aimé, qui avait le mot Octopus dedans, puis je me souviens plus c'est quoi. Je mettrai la quatrième, pas la quatrième, la couverture. Mais c'est celui-ci. Donc, The Benefits of Being an Octopus. Donc, c'est Zoé qui a 12 ans, qui est super occupée parce que dans le fond, elle s'occupe de ses voyons, frères et sœurs après l'école à tous les jours parce que sa mère, elle travaille dans le fond dans une pizzeria. Mais ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui est vraiment apprécié. Dans le fond, ça va être, j'imagine, sa prise de conscience que dans le fond, elle peut peut-être pas tout faire. Elle aimerait ça être différente, puis elle aimerait ça peut-être avoir 8 bras pour être capable de faire comme une pieuvre. Je sais pas si c'est 8 bras, mais oui, 8 bras. Pour tout faire en même temps, puis pas rien manquer, je pense, de la vie. Donc, encore une fois, je pense que c'est 8-12, ouais, c'est un middle grade. Donc, ça, voir un peu qu'est-ce qui va se passer avec le contexte familial plus difficile. Celui-là que j'ai vraiment hésité, parce que les couvertures, je sais que c'est juste des couvertures, mais les autres couvertures que j'avais vues de celui-là, j'étais comme... Puis c'est une autrice qui en a fait pas mal, puis ça a l'air d'être du feel good, mais bon, celle-là, je peux pas faire grand-chose de plus. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'il y a le mot library dedans. Donc, c'est The Last Chance Library de Freya Sampson. Et c'est l'histoire d'une bibliothécaire qui s'appelle June Jones et qui n'a jamais quitté son petit village anglais où elle a grandi. Et elle a 28 ans. Et elle aimerait mieux jamais voir d'autres mondes que juste rester dans sa petite bulle. Mais à un moment donné, elle va se rendre compte que la bibliothèque de son village est menacée de fermeture. Et là, elle va être obligée ça va tellement être fort pour elle comme impact qu'elle va décider de prendre sur elle, puis d'aller de l'avant, puis essayer de se mobiliser, puis mobiliser les autres pour faire en sorte que la bibliothèque demeure ouverte. Donc, ça va l'air pour moi intéressant. En plus, il y a l'impact des bibliothèques dans la communauté, en espérant que ce ne soit pas juste un petit fond qu'on touche pas trop, là, qu'il y ait un petit peu plus de développement là-dessus. Celui-là, je suis tombée dessus vraiment par hasard, puis je trouvais qu'il avait l'air super intéressant. Je pense que c'est le premier tome d'une trilogie. Et on va suivre... Ben, non, c'est celui-là, excusez-moi. C'est The Five Wishes of Mr. Murray McBride. Donc, c'est Murray McBride qui est un homme âgé de 100 ans qui vit seul, qui est un ancien joueur de baseball dans les ligues majeures. Puis, en fait, tout le monde qui connaissait puis qui aimait est décédé, lui, comme le seul qui survit. Puis, il essaie de se trouver une façon d'être motivé pour continuer à vivre. Et il va trouver un petit garçon qui s'appelle Jason Cashman, qui a 10 ans et qui est malade avec un défaut dans son cœur, en fait, et qui fait en sorte que, dans le fond, il est sur les derniers jours, puis il a décidé qu'il voulait faire 5 dernières choses avant de mourir. Et ce fameux monsieur Murray McBride-là va décider d'essayer de faire en sorte que ces choses-là soient réussies pour ce petit garçon-là. Donc, voilà. On sent que c'est l'émotion qui va arriver sans doute. Sinon, accrochez-vous, il y en reste juste 3. Sinon, il reste aussi celui-là. Ça fait longtemps que j'ai envie de lire du Chris Riddle. Parce que j'ai toujours juste lu des livres qui étaient illustrés par Chris Riddle. Mais même si j'ai souvent vu passer les livres de Chris Riddle, j'en ai conseillé quand je suis en librairie, en bibliothèque, j'en ai jamais vraiment lu. Sauf un, je pense. Je me souviens plus. Mais là, celui-là, ça m'intriguait. Donc, c'est la série Goth Girl. Et c'est le premier tome de la série. Goth Girl and the Ghost of a Mouse. Et voyez-vous les autres qui sont dans la série ici. Et dans le fond, on va suivre Ada Goth, qui est son nom de famille. Et elle habite dans le Ghastly Gorm Hall avec son père, plein de serviteurs et au moins une demi-douzaine de fantômes. Mais elle n'a comme pas d'amis vivants pour, en fait, aller explorer cette espèce de grosse maison-là hantée.
et éventuellement une nuit, tout va changer parce qu'elle va rencontrer une souris un petit peu fantomatique qui s'appelle Ishmael. Et éventuellement, ils vont se mettre ensemble pour essayer d'élucider qu'est-ce qui se passe comme chose étrange dans Gaslit Gone Hall et comment ça se fait que ça se passe. Puis finalement, malheureusement, peut-être qu'ils vont être un petit peu mêlés à quelque chose de plus grand qu'eux autres. Donc ça a l'air super intéressant, du jeunesse un peu spooky. Ça, que j'ai déjà lu, mais là, c'est sûr que je vais les avoir. Puis j'avais déjà une édition de ce livre-là. Puis je me rends compte que lui, j'ai encore. C'est pas grave. J'avais déjà une édition de ce livre-là, mais je la trouvais vraiment laide. Je sais que c'est superficiel, mais regardez comment elle est belle, celle-là. Donc, c'est Murder Crust Her Mind de Stephen Spotswood. C'est dans la série des Pentacles and Parker. C'est le tome 4. Donc, je la trouvais trop jolie. Donc, je vais remplacer celle-là, me débarrasser de l'autre. Et oui, je suis comme ça. Et enfin, un autre ici que j'ai collectionne, je les aime, j'ai goût des lire, puis finalement, je finis jamais par les lire, mais là, celui-là, il m'intéresse beaucoup. On va espérer que je vais le lire. Et c'est Book and Dagger d'Elise Graham. Et ça dit How scholars and librarians became the unlikely spies of World War II. Donc, comment les intellectuels et les bibliothécaires sont devenus des espions improbables pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand même. Donc, voilà. Alors, c'est tout pour cette giga arrivée livresque. Et bien, j'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu rapide, mais ben voilà. Vous allez pouvoir tout voir qu'est-ce qui va rentrer dans cette section-là qui est un peu vide. Il va sans doute falloir que je fasse un petit peu de jonglerie parce que tout commence à être un peu plein malgré mon gros ménage. Mais c'est pas grave. Alors là, maintenant, je vous le dis, je me commets à la fois ici et dans le vlog que je suis en train de filmer en ce moment. Jusqu'à la première fin de semaine de septembre, je ne vais pas acheter d'autres livres. La seule exception que je vais décider de faire, c'est lors de la journée ici au Québec qui s'appelle le 12 août, j'achète un livre québécois parce que c'est un événement qui est annuel, qui est super intéressant. C'est pour soutenir justement, soutenir, mettre en valeur les auteurs québécois, auteurs et autrices québécoises. Puis moi, j'en profite pour soutenir aussi les librairies indépendantes. Donc ça, je vais me le permettre, mais ça va être tout. Donc voilà, je me commets. J'ai tellement de livres à lire, je peux aller lire dans les bibliothèques. Est-ce que je vais réussir ou pas? On verra bien. À vos commentaires, dites-moi si vous pensez que je vais réussir. J'ai pas eu une super année pour vous prouver que potentiellement je pourrais réussir, mais je suis bien déterminée à le faire. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous me faire ça en commentaire si ça vous dit. Puis nous on se dit à la prochaine.